voilà, de retour en direct sur l'antenne de Public Sénat, en direct du salon de l'agriculture. Depuis le début de la semaine, nous vous faisons vivre les meilleurs moments, les meilleurs stands, les plus beaux animaux de ce salon de l'agriculture. Et on va se pencher en ce début d'émission sur les agneaux charolais, voilà, dont on a un bel exemplaire là juste à côté de nous dans les bras de monsieur. C'est un petit agneau qui a 18 mois, c'est bien ça. Alors, quelles sont les caractéristiques? 18 jours, pardon, 18 mois, 18 jours, donc il est né juste avant le salon. Quelles sont les caractéristiques du mouton charolais? Alors le mouton charolais, c'est une race bouchère par excellence, donc avec d'abord des qualités maternelles, prolificité, donc déjà avec la brebis en général 2 agneaux, qu'elle élève avec son lait, avec de bonnes croissances. C'est également une race avec des qualités bouchères, puisque c'est la première race bouchère française et européenne maintenant. Donc forte vitesse de croissance, très bonne conformation et carcasse avec très peu de gras, donc recherché par les consommateurs et les bouchers. C'est l'agneau, le mouton qu'on retrouve le plus souvent dans nos assiettes en France? Oui, on le retrouve le plus souvent. Alors le plus souvent, oui et non. Oui, au niveau des races françaises, même indirectement, puisqu'il est utilisé beaucoup en croisement. Non, parce qu'on importe beaucoup d'agneaux d'Australie, de Nouvelle-Zélande. Oui, je voulais dire par rapport aux races françaises. Et par rapport aux races françaises, oui, c'est l'agneau qu'on retrouve le plus souvent dans nos assiettes. D'accord. Donc les caractéristiques physiques, après on voit là, il n'a pas du tout de laine sur le dessus de la tête. C'est là vraiment la caractéristique, ce à quoi on reconnaît un mouton charolais. Voilà, alors c'est pas uniquement ça, mais effectivement le mouton charolais n'a pas de laine sur la tête. C'est un animal qui a une laine très courte, une tête complètement dégarnie, des grandes oreilles mobiles et voilà. Donc un animal qui est tout en viande. Alors tout en viande, le pauvre, donc il va finir dans nos assiettes, hein, c'est ça, ce petit bout de chou que vous avez dans les bras? Celui-là, non, c'est un petit mâle qui va finir comme reproducteur. Donc qui va peut-être partir, qui va peut-être être vendu en France, qui va peut-être aller chez un autre sélectionneur, mais qui va peut-être partir également à l'étranger, puisque le charolais est la première race française exportée dans plus d'une trentaine de pays du monde maintenant. Sur l'oreille, là, il a 2 bagues, c'est ça? Non, même 3, jaune, rose et verte. Ça correspond à quoi? Alors, ce sont des numéros d'identification qui sont obligatoires pour les animaux en France, pour tous les moutons. Ils ont les 3 couleurs ont 3 significations précises ou Alors, les couleurs, ça dépend un petit peu des départements. En revanche, c'est ce qui compte, c'est le numéro. On a le numéro de l'élevage et le numéro de l'animal. Ce qu'on appelle la traçabilité aujourd'hui? Voilà, exactement. Donc là, ici, on a toutes les mères avec leurs petits. Bon, lui, il est relativement sage. Derrière, on peut peut-être les apercevoir. On va voir si la caméra peut un petit peu se tourner ici. On a les mâles. Béliers, ouais. Voilà, tous les béliers qui sont des bêtes de quelle taille, de quel poids à peu près? Alors les béliers, ce sont des animaux qui pèsent autour de 110, 120 kilos à 1 an, entre 12 et 14 mois, et qui pèsent jusqu'à 140, 150 kilos pour des béliers de 3-4 ans. D'accord. Et donc là, ce sont les femelles, des femelles un peu plus jeunes, après aussi derrière? Voilà, après on a des femelles par groupe de 3, des jeunes femelles gestantes, donc qui vont agneler d'ici 1 mois, après le salon d'agriculture. Donc ce sont des femelles qui ont 1 an. Et ça, le mouton charolais, on le retrouve, il est présent dans tous les départements, dans toutes les régions françaises? Alors il est présent, il est originaire du sud de la Bourgogne, mais il est maintenant présent dans l'ensemble de la France, oui. Très bien répandu sur l'ensemble des départements? Alors quand même plus répandu sur tout le massif central, le centre-ouest de la France, bien sûr la Bourgogne, et puis tout le quart sud-ouest de la France. Et également un petit développement en Bretagne maintenant. Très bien, écoutez, merci beaucoup. Je vais vous laisser reposer ce petit agneau, donc 18 jours et non pas 18 mois, à côté de sa maman. Et on va retrouver dans quelques instants Emmanuel Kessler sur le plateau de Public Sénat. Voilà, il est doux comme un agneau, mais c'est pas une raison qu'il faut pour oublier votre cheval. Non, n'oubliez pas votre cheval. C'est de ça dont il va être question cet après-midi pour ce premier plateau consacré aux chevaux qui sont mis à l'honneur cette année au Salon de l'Agriculture. Et il se trouve en plus, c'est intéressant pour Public Sénat, que c'est un point sur lequel un certain nombre de sénateurs travaillent tout particulièrement. Alors nous avons le plaisir d'accueillir sur ce plateau Jacqueline Panis, qui est sénateur de la Meurthe-et-Moselle. Et en face de vous, un de vos collègues, Ambroise Dupont, sénateur UMP aussi du Calvados. Vous présidez le groupe cheval au Sénat. On va y venir dans un instant, on va voir ce que vous faites. Vous êtes tous deux tombés un peu dans le cheval quand vous étiez petits, non, Madame Panis? Ah, tout à fait. Il est vrai que lorsqu'on habite la campagne, il est toujours attirant de voir les chevaux. Et en plus, lorsque la famille peut en avoir, on pratique l'équitation très jeune et après on fait un cheminement. Tout à fait normal. Et vous avez même, ou
peut-être même encore d'ailleurs, ou en tout cas votre famille, dirigez un centre équestre Oui, ce qui en Meurthe-et-Moselle chez vous. Oui, exactement. Et c'est ce qui fait que je me sois passionnée, non pas du côté élevage comme mon collègue, mais du côté pratique, école d'équitation. Donc on est complémentaires. Où se trouve votre centre équestre? En banlieue de Nancy, donc à Séchamps, très exactement. Il accueille des jeunes, des adultes. Voilà. J'oserais dire de 2 ans et demi à 77 ans, parce qu'il est vrai que les enfants peuvent démarrer très jeunes au poney. Et il y a école d'équitation sur poney et sur cheval, donc ça se complète. Alors on verra comment justement ces différentes activités autour du cheval se coordonnent en France. Ambroise Dupont, vous mais vous aussi, hein, le cheval est aussi votre passion, mais alors dans un domaine différent de celui de Jacqueline Panis. Oui, pas tellement différent, mais c'est celui de l'élevage qu'elle utilise à la suite, sauf que le cheval est composé de beaucoup de grandes familles. De courses, de sport, de randonnée, etc. Et donc c'est ce groupe élevage du Sénat qui a créé la section cheval, et c'est pour ça que nous nous occupons particulièrement du cheval dans le groupe élevage du Sénat. Voilà, et quand vous n'êtes pas au Palais du Luxembourg, bah vous avez des chevaux de course, je crois. Oui, enfin j'ai exactement 3 juments poulinières. C'est ça, comme vous savez, plus de la moitié des éleveurs ont une jument et pas 36. Et donc j'ai 3 juments poulinières et je n'ai pas de chevaux de course, j'élève des chevaux pour courir. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je fais naître les poulains et que je les élève jusqu'à l'âge de yearling et qu'après ça ils partent à l'entraînement, retrouver d'autres professions et s'exercer à la compétition. Donc ils sont vendus? Ils sont vendus. Ils sont vendus et ils vont faire de la compétition ensuite. Quand on peut. Ils sont bons, vos chevaux, chez vous? Eh ben, je réponds toujours quand on me demande comment ils vont, qu'ils vont pas assez vite, mais à part ça, ça va bien. Voilà. Et puis nous avons également sur ce plateau Frédéric Chauvel. Vous dirigez le pôle de compétitivité de la filière équine. Alors les pôles de compétitivité, ça a été créé en 2004. Hein, c'est ça, c'était une initiative du gouvernement à l'époque. Je crois que c'était Jean-Pierre Raffarin qui était Premier ministre, de mettre un peu le paquet sur un certain nombre de domaines. Il y en a dans l'industrie pour le médicament, il y en a pour l'image, pour l'industrie numérique, tout ça assis dans des régions. Et alors je découvre avec vous qu'il y a un pôle pour le cheval. Voilà, effectivement en 2004 a été lancé un appel à projet et en 2005 la filière équine a répondu à cet appel à projet et a été labellisé pôle de compétitivité, donc avec une localisation principale en Basse-Normandie puisque c'est une terre d'élevage assez fortement très importante au niveau national, et avec aussi sur place des centres de recherche, des centres de formation, sachant que effectivement l'objectif d'un pôle de compétitivité c'est de mettre en relation tous ces gens-là pour être plus compétitifs au niveau international. Alors on verra ce que ça pèse tout à l'heure. Et puis nous accueillons également Paul Essartial, qui est président de la Fédération nationale des conseils de chevaux. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, les conseils des chevaux ont été créés en 96. Ça regroupe toutes les familles du cheval et c'est les interlocuteurs privilégiés vis-à-vis des collectivités territoriales pour les projets structurants et valorisants. Donc c'est un projet qui a été créé un peu à mon initiative, puisque je suis administrateur du PMU, qui a été porté par le PMU, et c'est 10 millions d'euros qui sont pris sur le fonctionnement du PMU pour créer véritablement une synergie avec les collectivités territoriales, sachant qu'un euro qui vient du fonds éperon pousse à 2 ou 3 ou 4 euros derrière. Donc c'est 40 millions d'euros qui sont investis pour le cheval en France, et particulièrement dans le cheval de sport et autres. Et vous, dans votre parcours, vous venez plutôt de l'univers des chevaux de course? Trotteur, oui, complètement. Des trotteurs, c'est-à-dire? Trotteur, moi j'ai un rat en Normandie et j'anime, j'ai été le créateur du premier conseil du cheval en Basse-Normandie, et derrière il y en a 20 qui se sont créés en France, et donc j'essaye d'animer et de faire vivre ces 20 conseils de chevaux qui sont sur tout le territoire français. Et est-ce que certains de vos trotteurs viennent de chez Ambroise Dupont qui les a... Non, pas pour le moment. C'est le contraire. Peut-être vous allez faire affaire alors, non? Je voudrais d'abord vous demander, Paul Essartial, puisque vous avez un petit peu une vision globale, qu'est-ce que ça représente le cheval en France aujourd'hui? En France, c'est l'aménagement du territoire avant tout. Je crois que le cheval, c'est un animal de passion. Il faut le savoir au départ. Bien sûr, moi j'habite en Basse-Normandie. C'est une terre d'élevage de très haut niveau. Mais sur la Basse-Normandie que je connais bien, c'est 7500 emplois directs sur toute notre région. C'est 250 000 hectares qui sont valorisés par le cheval. C'est une haute compétence au niveau de la recherche équine, ce qui a été très important, un centre de pathologie qui a été créé en Basse-Normandie il y a une vingtaine d'années et qui continue à progresser. C'est demain d'autres ouvertures vers l'international, car l'Europe se fait et la France est une terre d'accueil
pour le cheval, toute région confondue, il faut le savoir. Mais à condition qu'il y ait une région qui porte. Et c'est un peu la raison que le pôle est en Basse-Normandie, car nous sommes là pour aider toutes les autres régions à se valoriser. Alors on va voir dans un instant comment s'articulent les différentes activités entre le loisir, la compétition. Mais tout de suite c'est le direct parce que je crois qu'il y a un concours actuellement sur le ring ovin dans le hall 1. Perrine, on va vous retrouver. Oui, sur je suis place. en compagnie de Arlette Brachet qui est avec moi. On est dans le stand au vin. Et effectivement, c'est pas un concours cet après-midi, Emmanuel. C'est une présentation. Ce sont finalement les meilleurs animaux, ceux qui ont remporté des prix. C'est ça, Arlette Brachet? Exactement. Ce sont les meilleurs animaux de chacune des races bouchères qui ont été présentés cette semaine, dimanche, lundi, mardi et aujourd'hui. Les races bouchères, aptitude à production de viande pour les races Berrichon, Rouge de l'Ouest, Charmoise et Suffolk. Voilà et Hampshire également. Voilà les races essentielles qui sont présentées pour les races à viande. Si on prend peut-être les 4 bêtes qui sont juste derrière nous. Alors ça, ce sont quoi? Plutôt des races prolifiques, c'est ça? Voilà, ceci, ce sont des supports de croisement, des races prolifiques qui font 2 et 3 agneaux, qui n'ont pas la conformation. Donc c'est exactement. Disons que le consommateur, il a besoin dans son assiette d'une viande de qualité, d'une viande sans excès de gras, et puis d'un peu de muscle et d'une qualité gustative. Mais par contre, le professionnel, il a besoin de produire de l'agneau. Il a besoin de produire au moins 2 agneaux pour s'en sortir. Donc ces supports que vous voyez là devant vous, eh bien, ce sont des races prolifiques qui font 2 et 3 agneaux, mais qui n'ont pas la conformation. D'accord. Ils sont très différents tous les 4. Ça, c'est vraiment 4 races extrêmement différentes. Voilà, ce sont des races différentes, mais qui ont les mêmes potentialités, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas de conformation. Elles n'amènent que les critères d'élevage, prolificité et valeur laitière. Et alors ceux qui sont ici, par exemple, madame, là, alors là, avec une laine beaucoup plus épaisse, comme ça, à vue d'œil, moi qui n'y connais rien. Non, mais exactement. Mais vous en voyez tout de suite le contraste, c'est-à-dire que celle-ci, elle vous amène la conformation. Vous voyez au travers des races Suffolk, là, ces races noires, et puis plus loin, vous verrez la race Rouge de l'Ouest, le contraste des races rustiques, des races prolifiques, des races support d'élevage, avec celles-ci qui, elles, vont vous amener la conformation, qui font partie de schémas, voilà, exactement, des schémas de sélection, aptitude, viande, pour assurer une bonne complémentarité et un produit de qualité à la consommation. Mais il faut les pousser à faire plus de bébés. Ah ben voilà, pour que l'éleveur qui s'en sorte, il faut au moins produire 2 agneaux. Rien n'est parfait. C'est pour ça qu'on croise les races. Exactement, c'est la complémentarité. D'accord. Et tout au fond, c'est la même chose. Ce sont des races pour la production viande, qui ont été des races typiquement françaises, qui ont été améliorées pour la production de viande, pour améliorer la conformation, c'est-à-dire le produit fini pour le consommateur. D'accord, voilà. Donc comme ça, on trouve toutes les caractéristiques autour du mouton en France. Merci beaucoup, Arlette Brachet. Je vais vous laisser parce que vous allez présenter au public qui vous attend ici ces différentes races de moutons et on repart tout de suite sur le plateau de Public Sénat avec vous, Emmanuel. Merci Perrine, à tout à l'heure. Frédéric Chauvel, aux États-Unis par exemple, le cheval, ça génère à peu près, à travers les emplois, à travers les chevaux eux-mêmes, les exportations, 5% du PIB, de l'activité économique américaine. C'est considérable. Le PIB français, non, en comparaison au PIB français. Voilà, en comparaison au PIB français. Enfin, quel est le poids? Il y a un poids économique du cheval en France? Alors en fait, on n'a pas une connaissance exacte des chiffres pour la France. C'est pour ça qu'effectivement, les quelques chiffres auxquels on peut faire référence, c'est ce qui se passe aux États-Unis ou en Allemagne. On parle de 6 milliards. Donc je sais que au niveau français, quand on regarde les enjeux du PMU, on est à 9 milliards, mais la partie d'euros pour les enjeux. C'est-à-dire pour les paris. Les paris, voilà, c'est ça. Mais en termes d'économie, si on compte l'ensemble, donc dans les calculs qui ont été faits aux États-Unis, par exemple, ce qui est compté, c'est l'ensemble des dépenses faites pour l'alimentation des chevaux, pour l'élevage, les ventes et tout ce qui est autour de la filière équine, c'est-à-dire la production d'aliments pour les chevaux, la production de camions de transport des chevaux, des pistes spécialisées pour les chevaux. Et la filière équine, c'est bien l'ensemble de tout ça. Et c'est là-dessus qu'on cherche à être compétitif avec toutes nos entreprises françaises qui ont une marque à défendre. Et alors en termes d'emploi? En termes d'emploi, en France, la totalité était supérieure à 62 000 emplois pour l'ensemble de la filière équine. Donc on partait on disait 7 500 en Basse-Normandie et 62 000 sur la France entière. Comment elle s'organise aujourd'hui, cette filière équine, Paul Essartial? La filière équine est dans une période de restructuration, peut-être un peu, puisque là on a lié le trot, le galop, le cheval de sport, ce qui ne s'était jamais fait, ce qui ne se fait nulle part au monde. Je crois que c'est une initiative bien française d'avoir regroupé toutes ces familles du cheval dans une instance qui travaille véritablement avec les collectivités territoriales. Ça, c'est unique en Europe.
Et je crois qu'on montre l'exemple de cette solidarité qu'on doit avoir via le PMU, qui est un instrument qui appartient aux socioprofessionnels, car certains croient que le PMU, c'est une entreprise privée. Non. Si vous avez un cheval en France, vous faites partie des associés du PMU, car les retombées économiques sont totalement sur le cheval, et toutes les personnes qui travaillent dans les sociétés de course, dans les clubs hippiques, le font dans le bénévolat le plus total, ce qui est aussi unique en Europe. Alors justement, puisque vous abordez cette question du PMU, il y a une actualité. D'ailleurs, on recevait il y a 48 heures Eric Woerth sur ce plateau avec qui nous l'avons évoqué, qui est la perspective, et je pense que ça doit vous interpeller, vous parlementaires, d'une forme de libéralisation. C'est une demande de Bruxelles, hein, des paris pour l'ensemble des jeux, mais en particulier aussi pour les courses hippiques dans les hippodromes, avec la possibilité de parier sur Internet, une concurrence, puisqu'aujourd'hui le PMU a le monopole pour recevoir ces 9 milliards d'euros dont vous parliez. Qu'est-ce que vous pensez de l'avancée de ce dossier, Ambroise Dupont ? Je pense que le PMU est quand même un outil particulier par rapport aux autres prestataires de jeux. C'est quelque chose de tout à fait particulier parce que, comme vous l'a dit Paul Essartial, le PMU, c'est l'outil des sociétés de course qui elles-mêmes organisent les courses. Et en organisant les courses, elles ont eu l'autorisation, la loi de 1883, de créer le jeu. Alors, quel est l'intérêt et la particularité du PMU par rapport aux autres bookmakers et autres prestataires de jeux? C'est que c'est un jeu mutuel. C'est-à-dire que vous jouez contre le joueur et vous ne jouez pas contre le bookmaker qui aurait intérêt à ce que vous perdiez. La somme des enjeux se passe entre les joueurs, ce qui évite, et c'est très important et c'est un des points clés de la défense de la France, ce qui est interdit ou dissuade de tout trafic, parce que vous pourriez avoir la tentation de payer un monsieur pour ne pas gagner. Alors si vous y aviez bénéfice, alors que là les joueurs jouant les uns contre les autres, il n'y a pas ce risque-là. Et donc ça c'est une spécificité française du PMU. Hein, on n'a pas ça en Grande-Bretagne. On n'a pas ça en Grande-Bretagne puisque ce sont les bookmakers qui le font. Alors sur l'ouverture, c'est un vrai sujet parce que aujourd'hui en France, c'est, vous l'avez dit, le PMU, mais qui est l'outil des sociétés de course. C'est pas un organisme financier particulier, c'est l'outil des sociétés de course. La différence, c'est que ce PMU se trouve aujourd'hui confronté à une directive générale de l'Europe qui veut ouvrir le jeu à d'autres opérateurs. Mais nous pensons que là, il y a un certain nombre de risques, à la fois sur le côté moral, honnête du jeu organisé par le PMU et les possibilités, disons, de trucage des autres formes de jeu. Pour l'instant, il n'y en a pas. Pour l'instant, il n'y en a pas, c'est interdit. Le PMU a été épargné, enfin le monde des courses hippiques a été épargné de ça, oui, grâce au système mutualiste. Oui, alors le danger, c'est pas ce qui se passe sur le terrain, c'est ce qui se passe sur le net. Et sur le net, c'est plus difficile à contrôler. Donc, on a bien vu les tentations aujourd'hui au tennis où certains joueurs ont dit, moi j'ai été payé pour ne pas gagner. Et donc, c'est ce que nous voudrions éviter à tout prix et ce que nous défendons à Bruxelles. Oui. Et en même temps, je ne sais pas si vous suivez ce dossier également, on voit bien que l'Europe pousse à cette concurrence. Aujourd'hui, il y a une demande, il y a des sociétés de paris en ligne qui veulent investir les champs de course, si on peut dire, et que ça va être difficile de rester sur une position complètement en retrait. Oui, mais là, il est vrai qu'il y a un enjeu économique en même temps, dans la mesure où, comme mon collègue le disait, il y a des paris importants et qu'il y a une ristourne qui se fait sur ces paris vis-à-vis des éleveurs, vis-à-vis des centres équestres, vis-à-vis des associations de toutes catégories. Vous avez une association par exemple, qui s'occupera de personnes handicapées, eh bien, elle peut avoir bénéficié, si elle a un projet vraiment structurant, de bénéficier d'aide également par ce biais. Donc, on ne peut à ce jour connaître exactement les méfaits que cela pourrait engendrer, mais vraisemblablement une catastrophe économique. Vous êtes inquiet là-dessus, c'est-à-dire qu'il y a une partie des paris il y a une partie des taxes qui va à l'État, il y a une partie qui est redistribuée, bien sûr. 74%. Combien ? 74% est redonné aux joueurs, voilà. Ce qui est plus que la Française des Jeux. Oui, qui est aux alentours de 50%. 60%.
Et donc il y a une partie qui va financer la filière dont on est en train de parler. Absolument. Et ça, il y a un risque. Enfin, est-ce qu'on peut préserver ce financement de la filière avec cette libéralisation? Eh bien, c'est toute la question qui se pose, et vous faites bien d'aborder les problèmes d'aménagement du territoire, de l'activité économique et de l'emploi dont parlait Frédéric Chauvel. C'est toute cette filière économique qui repose sur le jeu par le biais du PMU. Si jamais on organisait n'importe quel jeu de n'importe quelle façon, vous pourriez avoir aussi une désaffection par rapport au cheval. On pourrait dire tiens, mais les cochons d'Inde c'est mieux que le cheval. Et donc ce qui nous apporte, c'est que le jeu sur le cheval, qui est à la fois honnête et pas un jeu de tirage au sort, parce que quand vous avez un jeu à faire sur ligne course, eh bien vous regardez les partants, vous regardez les drivers, vous regardez les entraîneurs, et il y a quelque part une connaissance du milieu. C'est ce qui fait que Paul vous disait, nous sommes tous des partenaires du PMU. Alors, est-ce que d'ailleurs ce jeu, la course hippique, les hippodromes ont connu des années assez difficiles, certains ont fermé, est-ce qu'il est toujours à la mode? Est-ce que les Français sont toujours séduits par ça, ou moins? Parce qu'on a l'impression qu'ils délaissaient un peu le pari. Non, le seul pays qui fonctionne en Europe, c'est la France. Tous les pays qui ont touché au bookmaking sont en perdition. Le cheval est mort. Il faut savoir que c'est un enjeu européen. Si demain on perd ces moyens financiers, ce ne sont pas les États qui vont financer la filière cheval. Donc le seul pays qui fonctionne, c'est encore la France et l'Angleterre. Mais l'Angleterre a une tradition, et malgré tout, cette année, les bookmakers étant les rois en Angleterre, ils ont baissé les prix de course de 8% l'année dernière, ils les baissent de 9% cette année. Les Allemands qui étaient rentrés dans le bookmaking ferment tous leurs hippodromes depuis 3 ans. Les Belges, il y en a plus. Parce que dès qu'il y a des bookmakers, c'est-à-dire des sociétés de paris professionnelles, ils n'ont pas cet esprit. Écoutez, ça coûte moins cher d'imprimer un bout de carton que de faire vivre un cheval. Ça coûte moins cher d'imprimer quelques bouts de carton, milliers de bouts de carton, que de faire vivre des hommes sur le terrain. Ouais. Le cheval coûte cher, en l'occurrence, mais il fait vivre toute une économie locale. Si vous arrêtiez les chevaux en Basse-Normandie, vous fermez la moitié des villages normands. Tout le monde vit du cheval. Enfin, dans la Normandie, dans tout ce qui est ruralité, le cheval fait partie intégrante de la population. Et est-ce que les Français ont encore envie de parier sur les chevaux? Ils allaient moins dans les hippodromes. Oui, cette année, puisque les augmentations étaient de plus 10%. Donc ils ont il y a eu des efforts aussi pour moderniser, parce que c'est tout à fait compliqué, Jacqueline Panis. Je voudrais aller tout à fait dans le sens de M. Sarcial, c'est de dire que nous avons en Meurthe-et-Moselle un centre de la Société des courses avec un beau champ de courses qui était, il est vrai, il y a on va dire quelques années, un peu en baisse de fréquentation. Et depuis qu'ils ont mis en place les paris directs, donc des courses PMU en direct depuis l'hippodrome, il y a en nocturne en plus, c'est une innovation, eh bien il faut reconnaître que maintenant le public vient, cela devient une sortie, bien sûr pour ceux qui ont l'habitude de parier, mais aussi pour ceux qui sont attirés par le spectacle. Donc je pense que c'est très important. Paris direct, c'est-à-dire par rapport à ce qui existait avant? C'est-à-dire qu'avant, les courses ne se passaient pas sur place, elles se passaient on les voyait par écran interposé, alors que là, il y a des courses décentralisées, donc à Nancy. Et je voudrais ajouter par rapport à l'aspect économique, c'est qu'il y a actuellement environ 5000 centres équestres en France, 1 million de licenciés pratiquant l'équitation reconnus, parce qu'il y a aussi des personnes qui sont pour le loisir et qui n'ont pas obligatoirement une licence. Donc tout ça vient s'additionner et a besoin, bien entendu, d'être structuré et de bénéficier des services. Ça a été le cas, par exemple, dans un centre équestre comme le vôtre, vous avez pu bénéficier d'un certain nombre d'aide ou de... Alors non, parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut avoir un projet structurant. Le bénéfice de ces paris, on ne l'obtient pas directement comme cela. Il y a une commission, c'est également l'État qui met en place une commission dans la région, et ce sont des professionnels avec les EARA également qui, eux, étudient la validité ou non, la crédibilité ou non du projet, parce que bien entendu, il faut que les personnes qui sont demandeurs soient également soucieuses de rendre des comptes après et qu'il y ait un projet structurant. Quelles sont les ambitions de votre pôle de compétitivité? Alors l'ambition générale, c'est de faire du développement économique pour les entreprises françaises. À ce sujet, je tenais à préciser que en moyenne, quand il y a 9 chevaux au travail, c'est-à-dire que ce soit des chevaux à l'entraînement, des chevaux en course, des chevaux en centre équestre, ça crée un emploi.
Donc 9 chevaux de moins au travail, c'est un emploi de moins à chaque fois. Donc ça va très vite, quoi. C'est-à-dire la question qu'on est en train de se poser peut avoir un effet sur l'emploi très important, quoi. Donc les objectifs du pôle de compétitivité, d'un pôle en général, c'est bien la recherche et l'innovation. Donc se positionner au niveau recherche, pousser les entreprises Alors innovantes. recherche pourquoi? Pour améliorer la génétique des chevaux, faire des étalons qui soient de meilleure qualité Pour ce qui est du pôle filière équine, ce qu'on a pu faire, on a créé vraiment une dynamique qui est vraiment bien ancrée maintenant, d'entreprises qu'on a connectées avec des centres de recherche. C'est-à-dire une entreprise qui fabrique de l'aliment pour les chevaux, qui essaie de le vendre à l'export, se trouve un petit peu questionné sur la valeur énergétique, etc. Et en fait, on les met en relation avec des laboratoires, le spécialiste français, européen de la nutrition pour améliorer son produit. On a fait des projets de recherche à partir de la connaissance du génome du cheval. Là, c'est pour pouvoir repérer des maladies des chevaux pour éviter que ces chevaux-là s'en aillent. Donc ça, c'est recherche-innovation, le premier thème, sachant que derrière les autres thèmes, juste pour répondre rapidement, c'est emploi, formation et international. Et on va y revenir. Alors on va changer d'échelle, parce que là on était sur les chevaux et on va passer aux poussins. C'est tout petit, mais c'est mignon quand même, Perrine. Oui, Emmanuel. C'est un grand classique ici de ce hall 1 du Salon de l'Agriculture, puisque depuis 10 ans maintenant, les poulets de Loué, marque très connue des consommateurs français, eh bien, les poulets de Loué proposent en direct au Salon de l'Agriculture cette éclosion de poulets. Cédric Guibert, bonjour. Vous êtes éleveur de poulets de Loué, bien sûr, installé dans la Sarthe, avec ce petit poussin qui a combien d'heures dans vos mains? Donc il a 7-8 heures, il est né cette nuit en fin de ce matin, très de bonne heure, vers 5-6 heures on va dire. D'accord. Voilà. Alors dans la couveuse, on a pas mal d'œufs, voilà. Et les visiteurs du salon peuvent venir assister donc en direct à cette éclosion, à cette naissance des petits poussins. Donc voilà, c'est ça. Donc ces œufs sont arrivés ce matin par des éleveurs qui sont arrivés par TGV directement dans notre couloir de Loué. Donc là ils sont aujourd'hui au 21e jour, l'âge qui doivent sortir de leur coquille d'œuf. Donc comme celui-là qui est arrivé il y a 2 jours, donc un des derniers qui était clos de la première saison. Donc là je vais vous expliquer rapidement pour que vous compreniez comment le poussin est né cette nuit. Donc je vais essayer de vous imaginer que c'est ma main est une coquille d'œuf, je lui rabats sa tête. Voilà comme il était dans la coquille, donc il était en verre. Donc voilà, donc il se déplie parce qu'il est assez nerveux. Donc ce qui lui permet de casser sa coquille d'œuf, ça s'appelle le diamant, le petit dent à l'envers qui se trouve là-dessus, qui va garder 48 heures après sa naissance. Le diamant au bout du bec. Au bout du bec, voilà. Donc une petite dent artificielle qui permet de casser sa coquille d'œuf. Voilà, ça se fait en combien de temps ça? Ça peut varier entre 2 heures et 12 heures d'éclosion. Entre les plus rapides, 2 heures et 12 heures grand maximum. Au lieu de là, bon, malheureusement, ils ne sortiront pas. Donc s'ils n'ont pas ce diamant-là aussi... Ça arrive ça? Ça arrive. C'est un problème génétique, mais c'est très rarement. Donc souvent ça sort tout. Et alors après les coquilles, vous les gardez, ça sert. Je crois que les poules les mangent, non? Oui, on peut leur donner pour leur donner du calcium, tout ça. Ce qui est contraire est très bon au niveau des poules. Donc on leur jette et il n'y a pas de souci. Les poulets de Loué sont les poulets élevés en liberté, hein, c'est ça, c'est un label rouge. C'est un label rouge qu'on a depuis le premier label rouge. Donc on existe depuis 50 ans, mais le premier label rouge qu'on a eu, nous, c'est en 66, par le poulet blanc de Loué. Non, c'est celui-là qui sera un vrai poulet blanc de Loué. Donc voilà. Qu'on mange à quel âge à peu près? Il est bon à manger à quel âge ce petit poulet? 90 jours minimum. 90 jours minimum, ah oui, si tôt que ça. Si tôt que ça, mais on peut les garder plus longtemps, au contraire, il n'y a pas de souci. Et plus ça court, mieux c'est? Mieux ça court, voilà, plus ça court, mieux c'est, plus on dehors, au contraire. C'est ça notre force, notre envie de travailler dans la volaille de Loué aujourd'hui, c'est que c'est des volailles qui sortent, qui ne restent pas à l'intérieur. Et alors les enfants vous posent plein de questions, j'imagine? Beaucoup de questions, surtout là en plus l'éclosion en direct, ils nous posent des questions. La curiosité, comment il respire, comment il sort de cette coquille. Des trucs pour nous qui nous semblent simples, mais au contraire ça nous donne envie d'expliquer parce qu'on voit les yeux, comment ils sont heureux de nous entendre, voir cette prouesse de la nature. Alors on va peut-être essayer d'aller leur poser une petite question à ces petits enfants là. Coucou les enfants, est-ce que vous saviez que c'était comme ça la naissance des petits poulets? Non. T'avais jamais vu? Non. T'es surpris? Bah oui. Alors? Je suis surpris parce que ça casse les coquilles avec leur bec. T'as vu, Clément? C'est amusant. C'est amusant? Bah oui. Bah oui, ils ont raison les enfants, c'est amusant. Voilà, bah écoutez,
Comme ça, Emmanuel, vous savez enfin comment naissent les petits poulets. Hein. Oui, j'ai compris, grâce à vous. On s'en lasse pas d'ailleurs, de les voir toujours mignons, le poussin qui éclot comme ça. Voilà, on va revenir aux chevaux. Mais c'est ça le salon de l'agriculture, c'est cette diversité, l'élevage et tous ces différents aspects que vous retrouvez dans les différents halls ici du salon. Alors il y a un autre sujet sur lequel d'ailleurs je crois que vous avez procédé à un certain nombre d'auditions au Sénat après un rapport qui est sorti il y a quelques années, qui est celui des haras nationaux. Alors moi j'ai regardé, j'étais étonné de savoir que il existe encore un établissement public avec plusieurs lieux d'implantation sur le territoire, qui est destiné à entretenir, à faire perdurer un certain nombre de races de chevaux. Mais à l'origine, sous l'Ancien Régime, puis ensuite sous Napoléon, les haras nationaux, ils servaient à fournir les meilleurs étalons pour ensuite avoir les meilleurs chevaux pour partir à la guerre. Alors, est-ce qu'on a encore besoin de ça, de haras nationaux, Monsieur Dupont ? Je crois que les haras nationaux sont une institution de la tradition française. Depuis, oui, bien sûr, je comprends votre question, mais néanmoins, ils ont un rôle assez important dans l'organisation de la filière équine et ils ont encore une place. Aujourd'hui, ils ont eu, avec le gouvernement, un contrat d'objectifs qui a justement pour but d'évaluer leur place dans la filière équine d'aujourd'hui. Alors, cet examen et ce contrat d'objectifs se termine en 2008 et c'est ça que venait nous expliquer le directeur des haras hier au Sénat. Je voudrais dire, parce que revenir à PMU, le sujet du PMU est très important et nous allons à Bruxelles en délégation pour défendre nos idées et nos savoir-faire. Le 6, c'est donc très bientôt. Très bientôt. Pour nous faire entendre. Et vous dites pas à Bruxelles, non, il faut rien faire. Vous êtes. Mais non, mais on dit, le non, c'est pas toujours positif. Il faut au moins voir et expliquer pourquoi on sait faire. Moi, je serais plutôt partisan d'expliquer à l'Europe tout entière que le système du PMU est le bon système de la valorisation de la filière équine, plutôt que de leur dire non, ne touchez pas au nôtre. Bon. Sur cette question des haras, qu'est-ce que vous en pensez, Jacqueline Panis ? Est-ce qu'on doit garder cet établissement public ? Quel peut être son rôle aujourd'hui, si on le souhaite ? Ou est-ce qu'au contraire, il vient un petit peu s'entrechoquer avec les éleveurs, avec tous ceux qui travaillent dans une logique économique privée classique ? Je pense que les haras sont, comme tout organisme à l'heure actuelle, soumis à l'obligation d'avancer et de se moderniser. Je pense que c'est le point principal qui est d'ailleurs dans le contrat d'objectifs. Il est vrai que la génétique en France, nous y sommes très attachés et bon nombre d'éleveurs y sont attachés, mais il faut éviter à ce qu'il y ait la concurrence dans le domaine du privé. Donc je pense que c'est là où il va falloir trouver un équilibre pour le fonctionnement futur des haras. Il y a aussi des éleveurs qui sélectionnent leurs races, leurs étalons, qui les vendent ensuite. Il y a de très bons élevages privés en France, donc il ne faut pas qu'ils viennent, voilà. Et donc j'ajouterais que en dehors de la génétique dont vont parler mon collègue, il y a aussi le patrimoine immobilier qui est très important en France et dont nous sommes très attachés. Mais c'est très beau ces haras, je sais pas où. En règle générale, c'est très très beau et c'est soumis à beaucoup de nombre de touristes qui viennent d'ailleurs pour admirer. Les plus connus sont. C'est le haras du Pin, il me semble. Pompadour, Rosières-aux-Salines. Chacun va défendre son secteur d'ailleurs. Mais il est vrai que ce sont de très très beaux bâtiments. Donc, oui, alors il y a aussi des métiers qui sont autres que l'étalonnage qu'assument aujourd'hui les haras du Pin. Ils sont en train de faire au haras du Pin justement un centre équiressources de formation de personnel susceptible de répondre à la demande des professionnels. Il y a aussi tout ce qui est le service identification. Vous savez qu'un des problèmes du jour, c'est le suivi sanitaire et les politiques sanitaires de la France. Là, ce sont les haras nationaux qui assurent le contrôle de la filiation, du marquage de tous les équidés. Et nous sommes dans cette dynamique-là assez attachés aux services que peuvent rendre les haras nationaux. Et puis il y a ce problème patrimonial qui était un des sujets sur lequel il faut réfléchir, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui un certain nombre des grands haras et surtout des stations du terrain qui servaient à produire des chevaux de travail après avoir produit des chevaux de guerre, nous sommes attachés, mais ceux-là n'ont plus beaucoup de justification parce que l'étalonnage privé a assuré la principale production des chevaux de course qui, je vous le rappelle, est le financement de toute la filière équine.
Frédéric Chauvel. Je vais juste apporter une précision sur Equi-Ressources. Je trouve que c'est un bon exemple d'évolution de l'établissement public. C'est un projet qui a été monté entre les RA nationaux et la NPE et le pôle de compétitivité. Il a été mis en place l'été dernier et en 9 mois, on a pu placer 200 personnes. Il y a 200 personnes pour trouver un emploi dans la filière équine grâce à ce service. Donc je pense que c'est un bon exemple d'évolution d'une structure. Et la Equi-Ressources est ouvert effectivement à tout le monde maintenant pour les employeurs comme les employés. Paul Essartial, les haras nationaux, ils doivent subsister, comment ils doivent trouver leur place aujourd'hui? Écoutez, les haras, moi j'ai toujours été un fervent partisan des haras, car ils font partie de cette intégration régionale sur laquelle il y a des races qui sont en difficulté. Si vous supprimez les haras demain, beaucoup de races, et particulièrement de traînes, n'existeraient plus. On s'est aperçu dans les vaches aujourd'hui qu'on manquait de vaches. 10 ans après, on peut supprimer, mais recréer c'est très difficile. Alors on peut enlever les moules, c'est très facile, mais les recréer c'est impossible. Alors ça a un coût, c'est vrai, ça a un coût actuellement, mais ça fait partie aussi de régions qui sont en grosses difficultés. Et si vous supprimez le cheval dans ces régions-là, eh bien vous allez créer des chômeurs que vous allez payer quand même. Ouais. Donc essayons de les garder. Il faut garder la biodiversité aussi. Et si on ne soutient pas les races en voie de disparition ou qui n'ont plus vraiment d'usage, on aura perdu beaucoup de richesses au point de vue de la biodiversité. Est-ce que ce ne sont pas plus les collectivités territoriales qui devraient gérer les haras plutôt que l'État lui-même? Puisqu'on est dans le développement local en fait. Gérer, non. Si on parle du patrimoine, peut-être, puisqu'il y a déjà une avancée qui se fait dans différents départements où les départements donc sont devenus propriétaires des bâtiments, ce qui leur permettra d'y développer à leur tour ce dont ils auront envie. Ça, c'est important. Je pense qu'il y a de la place pour les haras. C'est vrai que nous y sommes tous très attachés. C'est un établissement d'État. Il faut qu'il y ait la possibilité d'évoluer en préservant, disons, évidemment, l'identité du privé à côté. Je pense que c'est quelque chose qui va se mettre en place tout doucement et qui va évoluer dans le temps, quoi. Mais il est vrai que nos finances sont là. Il faut faire vite. Ouais. Oui, moi je voudrais répondre à votre question. Est-ce qu'il y a une utilité nationale? Eh bien, c'est tout le débat d'aujourd'hui. C'est que les haras gardent une vocation nationale et pas simplement une vocation régionale, où ils vont répondre avec la spécificité de chacune des régions. Et moi je pense que le cheval dans la société, c'est un vrai sujet pour les haras nationaux. On ne parle que des chevaux de course ou que des chevaux de sport, mais il y a le cheval dans la ville qu'on devrait redévelopper parce que le cheval dans la ville, c'est ramener du vivant dans du minéral. Qu'est-ce que ça peut être le cheval dans la ville? En France, on comprend pas, on n'y est plus habitué. Il y a quelques villes, je crois Orléans, où il y avait une police municipale qui monte à cheval. Bon, il y a la garde républicaine. Il y en a de plus en plus. Le 14 juillet ou de temps en temps. Il y en a de plus en plus qui font du service d'environnement. Parce que quand vous avez à faire la collecte, par exemple, des déchets triés, bon, vous vous arrêtez tous les 25 mètres. Si vous avez un tracteur, il continue de tourner, de consommer du fioul et de faire des gaz à effet de serre dangereux. Tandis que si vous avez votre cheval, il s'arrête là. Ouais. Et puis tout le monde est impressionné par le cheval. Donc si vous gardez sur un grand parking de grande surface, puisqu'il en est beaucoup question en ce moment, si vous assurez la sécurité avec le cheval, vous avez beaucoup de meilleures chances de vous faire respecter que si vous êtes à pied. C'est intéressant. Vous êtes favorable à ça, Paul Essartial? Oui, complètement. Et on s'aperçoit que le cheval, c'est l'insertion aussi des jeunes. Vous avez beaucoup de jeunes en difficulté actuellement. Et le cheval, si on améliorait les possibilités d'accueil de ces jeunes pour travailler autour du cheval, il y a un équilibre qui se forme avec un cheval. Un cheval, ça mange le matin, le midi et le soir. Et tous ces jeunes, et l'Irlande l'a fait beaucoup d'entretien, ça demande pas mal. L'Irlande l'a fait avant nous. Tous ces jeunes en difficulté, plutôt que de les mettre dans des maisons ou autres qui coûtent très cher, essayons de les réinsérer dans la vie active. Et d'ailleurs, j'ai été à l'inauguration d'une ferme dans le Calvados il y a quelques jours, qui justement va avoir un effet pédagogique sur les écoles et sur les jeunes qui sont dans des régions en difficulté, et ça marche très bien. Et alors, on a le sentiment, là je voyais le Monde de cet après-midi qui, je vais essayer de le montrer à l'antenne, là, qui publie un portrait de Nicolas Canteloup qui habite à Maison Lafitte et qui nous fait découvrir ses chevaux dans le Monde, qui est un passionné de cheval quand il raconte pas, quand il ne fait pas ses imitations chez nos amis d'Europe 1. Bon, on a le sentiment qu'il y a un vrai engouement pour le sport, pour le cheval, loisir, qu'il y a même des gens qui
veulent s'installer en ayant des chevaux, peut-être pas chez eux, mais en tout cas en achetant un cheval qu'ils vont faire entretenir dans un club. Enfin, que les clubs d'équitation connaissent un engouement nouveau. Est-ce que c'est le cas, Jacqueline Panis? Oui, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de clubs qui ouvrent à différents niveaux, parce que ça peut aller dans une petite structure rurale, tout comme un centre plus important dans une communauté urbaine. Mais on l'a évoqué, le rôle de l'insertion par le cheval. Il faut reconnaître qu'il y a aussi la possibilité d'approche pour le handicap. Hein, donc ça, il existe. Eh bien, il existe en France quelques établissements spécialisés dans l'équithérapie, c'est-à-dire que vous avez des enfants ou adultes qui, suivant leur handicap, peuvent par le biais de l'animal améliorer leur qualité de vie et voir leur état. L'équithérapie, voyez. L'équithérapie, tout à fait. Eh ben, oui. on apprend quelque chose cet après-midi. Et je vais vous donner une anecdote, si vous permettez, à ce Bien sujet. sûr, bien sûr. Un enfant qui souffrait donc d'une petite maladie, voire la trisomie, la maman m'a fait comme commentaire: à la maison, il ne parle jamais. Lorsqu'il est ici, il raconte sa vie au poney. Donc voilà, ça commence comme ça. Ouais, on a dit aussi mais c'est pas les chevaux, c'est les ânes. On a dit que il y a pas mal de gens qui veulent acheter des ânes pour leurs enfants, que c'est très bon du point de vue éducatif. Je sais pas si vous connaissez cette tendance, non? Vous vous occupez vraiment que des chevaux? Non, les ânes font partie des équidés, donc pourquoi pas. C'est vrai qu'en termes d'évolution, que ce soit le nombre de licenciés ou le nombre le montant des enjeux qui augmente tous les ans, ce que je peux vous donner comme chiffre aussi, c'est que quand on regarde les chiffres d'affaires des 100 plus grosses entreprises de la filière équine en France, on est à plus 13% entre l'année dernière et cette année. Donc on est sur des augmentations d'activité assez importantes, une filière très dynamique. Expliquez par une demande sociale plus forte, Oui, par exemple, les vétérinaires peuvent vous dire que sur les 10 dernières années, ils ont augmenté leur chiffre d'affaires avec la filière course, etc. Mais aussi finalement avec la filière loisirs, parce que les gens ont peut-être payé leur cheval que 800 €, mais ils sont prêts à payer 1000 € pour faire une chirurgie pour le sauver, quoi. Et donc voilà, il y a un attachement au cheval qui fait qu'il y a derrière des dépenses de type loisirs, certes peut-être un peu de luxe vu les prix que je viens de préciser, mais effectivement de loisirs et qui se développent. Encore une parenthèse avec vous, Perrine. Oui, Emmanuel, et là on va s'intéresser, on a vu qu'il y a pas mal d'animaux au salon de l'agriculture, on va s'intéresser également aux produits qui se transformés avec un métier que je croyais moi en voie de disparition. Steve Stone, vous fabriquez des matelas en laine, comme au beau vieux temps, c'est ça? Ouais, tout à fait, je fabrique des matelas en laine, donc l'avantage c'est que ça valorise en fait la laine qu'on a en France. Donc c'est des matelas qui sont pure laine et des sommiers qui sont fabriqués à l'ancienne, qui sont prévus pour dormir. C'est quoi un sommier à l'ancienne? Alors un sommier à l'ancienne, c'est un châssis qui est en bois, en peuplier, des ressorts biconiques, donc des gros ressorts qui font à peu près 20 cm d'épaisseur. Et vous avez donc à l'intérieur un tramage, un guindage comme on appelle en métier, qui permet de tenir les ressorts, de les brider, pour faire en sorte qu'ils ne font qu'en fait que monter et descendre. Et c'est ce qui va amener le maintien au lit. Alors, quels sont les avantages d'un bon vieux matelas en laine? Alors dans l'absolu, ce qu'il faudrait, il faut que vous l'essayiez. C'est ce que je vais faire dans 2 minutes, mais avant, je vous pose quelques questions. Alors, la chose qui ressort principalement... Regardez, il y a un monsieur qui essaye, là, justement, on va aller lui demander. Voilà, c'est le confort, en fait, qui prime par rapport aux autres literies. Et l'avantage aussi qu'il y a, c'est que c'est un des produits qui s'aère le mieux. Alors, monsieur, on est bien? C'est un bonheur d'être couché sur un matelas de laine. C'est vrai, ça me rappelle toute mon enfance. C'est vraiment merveilleux. C'est avec une bonne paire de draps qui gratte, c'est vraiment sensationnel. Ça, je sais pas si la bonne vieille paire de draps qui gratte, ça donne très envie, mais de la vraie toile, voilà. On retourne finalement aux produits un peu à l'ancienne, brut, nature. Tout à fait. Il y a un besoin en fait de revenir aux valeurs, donc aux choses qui ont déjà marché dans le temps. Les gens veulent dormir parce qu'on a une vie qui est speed, faut le dire. Et donc, voilà quoi, il faut revenir à des choses saines. C'est pas trop chaud un matelas en laine? Alors, quand il fait 30 degrés, il fait 30 degrés, ça, il n'y a aucun problème. Mais l'avantage qu'il y a, c'est que quand il fait chaud, vous n'avez pas cette sensation de moiteur, comme sur un matelas en mousse. Donc ça s'aère. Mais s'il fait chaud, il fait chaud, hein. Alors maintenant, on va parler sous. Combien ça coûte pour avoir un lit comme ça, à l'ancienne, avec un sommier, un matelas en laine? Alors normalement, un matelas, un sommier plus les pieds, ça vaut 1302 €, prix normal. Et là, pour le salon, je fais spécialement 1170 €. Et je fais pareil pour les petites tailles, les 90, 190, pareil, matelas, sommier et pieds,
Normalement, c'est 1002 €. Et là, c'est 852 €. Voilà, on va pas faire augmenter les prix. Hein. Donc promotion, on peut en profiter jusqu'à la fin du salon. Et puis là, jeune fille. Une démonstration de la cardeuse. Voilà, comment ça s'appelle? Ça s'appelle une cardeuse. Une cardeuse, et donc c'est pour. Alors là, le principe de la cardeuse, c'est de faire reprendre du volume à la laine. Donc c'est le même principe en fait. Le principe permet justement d'avoir un gonflant de laine et de faire le matelas après. Alors on vous regarde. Là c'est une vieille machine, mais il y a des machines modernes. Vous appuyez juste sur un bouton et le principe reste le même. Je voulais dire, c'est que c'est déjà un tambour et pareil, ça carde la laine. L'avantage c'est que quand c'est une électrique, c'est quand même beaucoup plus homogène. D'accord, alors on vous regarde faire une petite démonstration sur cette cardeuse. Au moins j'aurais appris un nouveau mot cet après-midi. Donc la cardeuse qui permet d'avoir une laine beaucoup plus aérée pour ces matelas en laine. Ah oui, effectivement, ça ne doit pas aller très très vite comme ça. Bah non, parce que pour carder 24 kg de laine, quand on a un bon rythme et une bonne cardeuse qui est comme généralement un peu plus large, il faut 4 heures. Avec une cardeuse électrique, il faut entre une demi-heure et 3/4 d'heure pour carder les 24 kg de laine. Donc chez vous, vous marchez à l'électrique? Bien sûr. Bien sûr, d'accord. Et puis on peut voir aussi, vous faites également des divans, on peut voir derrière. On peut même emmener son petit ballot de laine pour 1 € ou 3 pour 2,50 €. Voilà, on vous aura fait de la pub jusqu'au bout, Steve Stone. Et puis je rappelle que vous êtes installé, pour tous ceux que ça intéresse, en région parisienne, à Daumont, c'est dans le Val d'Oise. Voilà, c'est à 15 km au nord de Paris. C'est assez facile d'accès, c'est par la Nationale 1. Et puis au 15e kilomètre, vous bifurquez à Daumont. D'accord, écoutez, merci de nous avoir présenté ce métier à l'ancienne. Vous êtes plus que 150 en France à l'exercer. Et maintenant, on va s'intéresser sur le plateau de Public Sénat au vin. Voilà, on va s'y arrêter dans un instant, juste peut-être pour conclure avec vous. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez dit, il y a un engouement réel pour le cheval? Bon, les courses, ça reprend, le cheval de loisir. Est-ce que, vous parliez aussi de l'insertion des jeunes, est-ce que c'est un sport notamment qui est démocratique, auquel tout le monde peut accéder? Parce qu'on a l'impression que le cheval, il faut quand même des moyens. Tout le monde n'a pas forcément la possibilité de le faire. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est ouvert? Aujourd'hui, on peut reconnaître que ça évolue effectivement parce qu'il y a bon nombre de municipalités qui aident des associations pour permettre à des jeunes, pendant les vacances en particulier, il y a beaucoup de centres de vacances, de loisirs autour du cheval. Donc ça, c'est important. Je pense que là, on n'a pas de souci à se faire. Il y a une progression qui est importante. Le cheval pour tous, vous y faites attention? Oui, absolument. Je crois que les villes en ont pris conscience et aujourd'hui, c'est un moyen de communication, d'insertion entre les personnes d'une ville et d'une région. Ambroise Dupont, vos priorités au Sénat pour le cheval dans les mois à venir? C'est continuer à promouvoir le cheval, qui est une véritable activité agricole, aménageuse du territoire. Et moi, je suis content que le Sénat, qui depuis 10 ans travaille sur les aménagements de la fiscalité, sur sa reconnaissance comme une profession agricole, et consacrer ce plateau à la filière équine. Daniel Mouty, on peut être reconnu sur le plan international avec notre filière cheval? On vous disait tout à l'heure qu'on était le premier pôle de compétitivité au monde sur la filière équine. Les Américains sont en train de nous copier. Donc pour une fois qu'on a de l'avance, allons-y, continuons. Merci à tous les quatre d'être venus sur ce plateau. Merci. On va laisser la place, si vous voulez bien, à deux professionnels du vin. C'est un tout autre sujet, mais c'est une préoccupation aussi. Lors des différentes éditions du Salon de l'Agriculture, ces 3-4 dernières années, on évoquait beaucoup la crise de la filière viticole, beaucoup d'inquiétudes, des arrachages de vignes, et puis il semble que le ciel se soit dégagé, que aujourd'hui le vin français s'exporte à nouveau mieux, alors qu'il avait du mal à résister ces dernières années, ou en tout cas qu'on sentait à l'étranger un véritable engouement pour les vins du Nouveau Monde. Eh bien, la situation est-elle en train de changer? C'est la question que nous allons poser aux invités qui nous rejoignent sur ce plateau, en commençant par vous, Daniel Mouty. Et voilà, j'avais une chance sur deux de me tromper, vous voyez, c'est bien. Daniel Mouty, c'est vous, voilà. De toute façon, vous voyez, mon plan était à l'envers, mais voilà. Mais écoutez, alors vous êtes Jacques Gravejal, c'est ça? C'est ça. Président d'Interhoc, oui. C'est l'interprofessionnel des vins du Pays d'Oc en Languedoc-Roussillon. C'est ça. Et puis en face de vous, effectivement, Daniel Mouty, le président des vignerons indépendants d'Aquitaine. Allez-y, prenez un micro, on vous entendra mieux. Nous ne sommes pas opposés, je veux dire.
Ah, ben, c'est pas un ring de boxe, Jacques. Non, non, mais vous inquiétez pas. Au contraire. Alors Aquitaine, il y a le Bordeaux, bien sûr, toutes ces appellations, parmi les plus grands vins français. Vigneron indépendant, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que allez-y, vous rapprochez le micro. Dans la filière viticole, il va y avoir deux parties. Il va y avoir ceux qui ont choisi la coopération et qui apportent leurs raisins en cave coopérative et qui arrêtent le métier au moment du fruit récolté. Et puis il y a ceux qui, comme nous, élaboreront le produit jusqu'à sa mise en bouteille, ou en tout cas jusqu'à son élaboration finale. Bon, on a donné des chiffres, ils sont sortis il y a quelque temps, d'une progression de l'exportation des vins français. Qui retrouve des couleurs, hein, qu'ils soient rouge, blanc ou rosé. Est-ce que c'est le cas sur votre région et sur vos productions? Alors c'est sûr que on sent un frémissement, mais c'est un frisson. Il y a une ambiance derrière nous, mais on nous entend quand même. On est habitué au salon de l'agriculture. C'est un petit frisson, mais on vient de passer plusieurs années au fond du gouffre avec une consommation en diminution, avec des rendements en diminution et des vignerons en difficulté. Alors que l'image de Bordeaux, en fait, souvent est mal perçue, avec l'image de ces premiers grands crus qui représentent que 5% de la production, qui eux vont bien. Oui. Très bien même. Et il y en avait un problème pour des vins de milieu de gamme, c'est ça, qui résistaient plus difficilement? C'est pas vraiment un problème. La chose la plus importante, c'est que tout est fait pour inciter à une consommation en forte diminution. Tout est fait pour inciter à ne plus consommer. Alors que le vin, on nous a toujours dit... Le vin français qui est tellement identifié à la France, il commençait à être contesté, le vin français. C'est vrai que non. Allez, je ne vais pas faire de modestie. Bordeaux est quand même, avec d'autres grandes appellations, le plus connu au monde. Après, on a géré à l'intérieur tout ce qui est qualité, tout ce qui est crédibilité, je crois que c'est le cas. Et donc, derrière ça, il faut que les marchés émergents, il y en a, nous soient ouverts et qu'on sache aussi aller se positionner sur ces marchés. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment la crise est-elle? Est-ce qu'elle commence à être un petit peu surmontée chez vous aussi? Ou est-ce que c'est plus difficile? Le Languedoc-Roussillon a traversé des péripéties nombreuses en ce qui concerne une mévente qui nous a amené à faire une épuration de surface, qui nous a amené à recomposer notre vignoble avec des vignobles de qualité. Le plus grand effet. C'est monté en gamme plutôt dans la région. On avait des vins vraiment basiques et on a amélioré plutôt la qualité. Grâce à la restructuration du vignoble, nous avons pu redresser la barre qualitative. Nous avons rénové 150 000 hectares, ce que personne n'a pu faire ailleurs que dans notre région. Et l'opération aujourd'hui est finie de rénovation ou c'est toujours en cours dans le Languedoc-Roussillon? Je m'excuse, mais je n'ai rien entendu. On a du mal à s'entendre. On a une grosse fanfare juste derrière le plateau. Est-ce que cette opération de rénovation, de restructuration dont vous parlez à l'instant est toujours en cours ou elle est achevée aujourd'hui? Elle est toujours en cours. Nous avons une région qui avait plus de 400 000 hectares qui est passée maintenant à un peu moins de 300 000 hectares. Il y a 180 000 hectares qui ont été totalement rénovés. Il y en a toujours en trop aujourd'hui? Non, on ne va pas dire qu'il y en a en trop. Qu'ils ne soient pas en phase avec le marché, parce que le marché évolue, comme à Bordeaux d'ailleurs, où on a des consommateurs aujourd'hui qui sont sur une typologie de produits qui est différente de celle que nous avons connue. La notion de cépage chez nous était fructifère, si je peux employer ce terme, c'est-à-dire que nous sommes rentrés dans un concert de typologie de consommation anglo-saxonne, qui nous a amené donc à aller contrer ce que vous appelez le nouveau monde, qui aujourd'hui est un élément qui nous préoccupe dans un premier temps, mais qui nous a permis aussi de nous stimuler. La région Languedoc-Roussillon a donc relevé un défi, celui de l'émancipation qualitative avec ses appellations d'origine, mais qui sont fortement limitées en termes de volume, qui ne bougent plus, on va dire, en termes de surface, mais qui par contre a un vignoble qui environne toutes ces appellations, qui est totalement plus important que ce qu'il existe dans notre région. Nous avons, nous, une pyramide inversée. Notre région est basée sur des vins de pays. À forte dominante. Où là, il y a des cépages, un peu comme ça se fait, comme on les comprend mieux, disons, sur les marchés internationaux, et non pas des assemblages, c'est ça, comme c'est le cas traditionnellement pour le vin français. Et donc, il y a une logique un peu de marketing qui correspond à la demande mondiale. Alors, vous avez totalement raison de faire cette approche.
Nous avons eu la période des appellations où on a vu qu'on ne pouvait plus évoluer. 15 millions d'hectos dans cette région à aujourd'hui, 30 millions il y a 30 ans. Il faut regarder un peu le périple. Nous n'avons aucune prétention de faire demain 15 millions d'hectos d'appellations d'origine contrôlée. Donc il restait les 20 pays. L'approche que nous avons eue, et que j'ai été initiateur de cela avec quelques amis metteurs en marché, notamment la maison Scali, ça a été de mettre en place des 20 cépages, qui étaient un peu iconoclastes à l'époque, il y a une vingtaine d'années, puisque c'était Mais qui correspondait à l'émergence d'un marché. Voilà, c'était le tout à oscillation en France. Nous avons pris un concept autre, ce qui a permis aujourd'hui de faire valider que nous n'avions pas tort. Aujourd'hui, nous commercialisons sur cette typologie de produits plus de 6 millions d'hectos, ce qui n'est pas neutre, qui a permis de redresser la barre économique de la région et de conserver un potentiel viticole. Et nous sommes concurrents directs, il est vrai, à l'affrontement permanent avec ce que vous appelez le Nouveau Monde. Ouais, et alors justement le Bordeaux, est-ce qu'il ne souffre pas, je ne parle pas des très grands crus, hein, vous nous avez dit que ceux-là, ils sont connus justement comme des marques. Et sur le marché du vin, on a l'impression que ce que le monde demande, ce sont des marques. Est-ce que vous ne souffrez pas d'un système d'appellation contrôlée trop compliqué ? Alors effectivement, on va mettre de côté les 5% des premiers grands crus classés qui ont un avenir formidable dans tous les pays émergents. Donc c'est le reste qui nous intéresse. C'est sûr que oui. Aujourd'hui, Bordeaux souffre peut-être de manque de marques suffisamment puissantes, comme il y a eu d'ailleurs à une certaine époque. Par rapport à ce que disait Jacques Gravejal, peut-être aussi souffre d'une diversité qui est une réalité de terrain, où nous avons cultivé, nous... On a la fanfare à juste derrière nous. C'est pour vous encourager, ponctuer ces propos viticoles. Nous sommes habitués aux combats difficiles là en ce moment, donc même une fanfare ne va pas nous déstabiliser. Mais il s'éloigne. Donc en fait, le marché des Bordeaux peut-être manque de marques puissantes. Je pense qu'on puisse aborder ces marchés nouveaux, comme on les appelait, que ce qu'ils soient chinois, russes ou indiens ou autres. Si on n'a pas des marques puissantes, peut-être c'est un manque. Et la diversité des appellations fait que l'offre chez nous est peut-être un peu compliquée. Je crois qu'il faut savoir balayer devant sa porte et dire simplifions. Il y a eu des efforts qui sont en cours. Par exemple, les côtes de Bordeaux sont en train de se regrouper. Cette simplification, quand même, a du mal à émerger encore. Il y a beaucoup d'appellations, ça reste assez obscur pour le consommateur. Est-ce que vous vous imaginez des siècles d'histoire avec ces appellations qui sont des appellations souvent communales? Comment on va expliquer à Saint-Julien, à Margaux, à Saint-Estèphe, je choisis le Médoc, et tous les autres Moulis, de ne faire qu'une seule et grande appellation. Oui, d'ailleurs, rien que quand vous le dites, il y a ceux qui nous regardent, qui disent, mais quel crime si on voulait mélanger tout ça. Hein. Mais je suis tout à fait d'accord. Le problème, c'est de donner une bonne lisibilité. Il n'est pas question, on a des terroirs. Et la politique qui a été menée sur les 20 cépages est une politique qui me paraît extrêmement d'avenir. Ça n'est pas la nôtre aujourd'hui, quoi qu'il y ait quelques frissons, puisque nous avons créé à Bordeaux des 20 pays de l'Atlantique, mais qui restent marginaux, entre guillemets. Notre structure d'AOC, notre trame d'AOC reste forte. Et c'est avec ça qu'on va continuer d'affronter les marchés avec leur évolution, l'évolution des comportements, l'évolution des consommations. Alors on a des atouts, on a des handicaps, je crois qu'il faut savoir les connaître d'abord. Et puis aujourd'hui, cesser de continuer de vouloir restructurer pendant des années encore la filière, alors qu'on a des marchés à prendre et qu'il est grand temps que toutes les aides qui pourraient venir, outre la restructuration qui est de bonne loi, outre l'arrachage qui est peut-être une nécessité dans certains endroits, savoir aller à la conquête des marchés et cesser de éternellement restructurer la filière à chaque ministre. Alors justement, quels sont les marchés les plus prometteurs pour vous aujourd'hui? Bordeaux, vous savez, Bordeaux a finalement une production qui est équivalente à peu près à 5,5 millions d'hectolitres. Donc ça veut dire que plus globalement à l'Aquitaine, on atteint le milliard de bouteilles. Donc ce sont des marchés qui forcément nous intéressent dans ceux qui sont populaires. Contrairement à une image qu'on se garde et qui n'est pas forcément la bonne. C'est-à-dire ça veut dire qu'on veut pouvoir exporter des Bordeaux en Russie, en Chine et surtout nos pays traditionnels, parce que je ne crois pas qu'il faille non plus oublier nos amis belges, hollandais, suisses, anglais, allemands, en fait tout le grand marché européen que nous avons, pour se tourner essentiellement vers ces nouveaux marchés. Je crois qu'il faudra bien la somme de toutes ces énergies et de tous ces marchés
pour consommer le milliard de bouteilles que nous produisons en Aquitaine. Ça, c'est pour l'export. Maintenant, quand même un mot du marché intérieur français, parce que vous disiez tout à l'heure, il y a eu une baisse de la consommation de vin. Il y a des campagnes qui sont faites pour que on ne consomme pas trop d'alcool. Il y a le contrôle de l'alcoolémie au volant. C'est important aussi tout ça. Bon, et c'est important que ça existe parce que c'est une politique à la fois de santé publique et de, par exemple, de sécurité routière, de prévention. Comment vous voyez évoluer le marché de la consommation en France en termes de goût, de gamme et de possibilités des Français? Bon, alors tout d'abord, mon collègue et ami bordelais a un marché plutôt de typologie nationale avec une partie export. Nous, en Vin Pays d'Oc, nous avons l'inverse. Nous sommes à 70% à l'export. Point de salut en export en ce qui nous concerne. C'est important. Voilà. La typologie des marchés, je le disais tout à l'heure, est devenue de plus en plus mondialisée. Aujourd'hui, la typologie de consommation anglo-saxonne de vin de cépage s'installe en France. Nous avons une progression depuis 3 ans de l'ordre de 18 à 20% par an en ce qui concerne cette typologie de produits. Cette typologie de produits aujourd'hui compense les pertes de marché sur d'autres segments. Nous avons une progression à l'heure actuelle en France, je dis en GMS, 24% à l'heure actuelle. 17% à l'heure actuelle et 24% de sortie de chez. Ce qui apporte la démonstration que le marché de typologie cépage s'est installé en France. Il n'empêche que nous sommes complémentaires et pas en dualité. Il faut que Bordeaux reste Bordeaux, que nous soyons à l'aventure en ce qui concerne ce type de marché pour prendre des parts de marché nouvelles. Nous y sommes. Nous avons aujourd'hui, dans nos 70% d'export, des marchés sud-est asiatiques qui sont prospères. Nous avons la Chine qui s'ouvre, nous avons l'Inde qui s'ouvre. Nous avons tous ces éléments qui sont marketés, des vins. C'est un vin de marketing, il faut le dire franchement, voilà, et qui aujourd'hui répond. La France est en train de devenir, comme je dis souvent, la France a un décalage avec le système anglo-saxon. Le gin en France n'a pas été porté en même temps qu'aux États-Unis. Il est venu 20 ans plus tard. Mais nous y sommes. C'est-à-dire que les grandes appellations qui ont tracé la voie, les cépages que nous vendons, ce sont les grandes appellations qui les ont construits. Le Merlot et le Cabernet, je n'ai pas la prétention de dire qu'il est languedocien. Il est bordelais. Mais nous avons aujourd'hui une facette de la complexité des vins d'appellation et nous avons une facette, c'est-à-dire d'un jeune consommateur qui va beaucoup plus facilement à une approche cépage. Très bien. Bah, écoutez, un peu d'optimisme quand même. Hein, voilà, exactement, pour finir. Alors, moins chez vous, mais quand même, si. Hein, combativité. On a vraiment 10 secondes là. L'optimisme, oui. On est en train de confondre terriblement la gastronomie avec boire un vin d'une de nos appellations contrôlées, et il y en a de magnifiques. Aujourd'hui, les niveaux de qualité n'ont jamais été aussi bons, d'un aussi bon niveau que maintenant. Et avec la consommation abusive, je veux dire, ce sont deux combats qui n'ont rien à voir. Nous, on n'a jamais entendu votre message. Confronté à l'alcoolisme. Très bien. Voilà. Bah, écoutez, merci à tous les deux d'être venus. Si vous êtes en région, je précise que vous pouvez encore vous procurer le supplément du Monde, qui est paru dans Le Monde, daté d'aujourd'hui, consacré au Salon de l'Agriculture, et dans laquelle d'ailleurs vous verrez comment Public Sénat a choisi de s'associer à ce salon au travers de notre présence ici. Et puis on poursuit dans notre édition de 18h et puis à partir de 22h également ces émissions toujours en direct du Salon de l'Agriculture. On se retrouve aussi également, Emmanuel, à partir de 10h30 demain matin. On sera encore présent toute la journée demain. À suivre tout de suite sur l'antenne de Public Sénat. Eh bien, c'est un documentaire tourné autour de l'élaboration de la loi de Rachida Dati sur la rétention de sûreté. Vous savez, cette loi qui a beaucoup fait parler dernièrement, qui propose d'enfermer des criminels jugés encore dangereux après leur peine de prison. Je vous propose tout de suite donc de regarder sur notre antenne ce documentaire.